Bien, le paysage religieux d'Israël peut se résumer à trois dimensions. Tout d'abord, la dimension institutionnelle. Il n'y a pas de constitution en Israël et le judaïsme n'est pas défini comme religion d'État. Il y a 11 cultes qui sont reconnus par la loi, parmi lesquels le judaïsme, mais également les religions monothéistes, et notamment les sectes chrétiennes du Moyen-Orient. En même temps, quand bien même il y a une égalité de façade, puisqu'on n'a pas défini le judaïsme comme religion d'État, il est tout à fait clair que le judaïsme dispose d'un statut, je dirais, symboliquement privilégié. Mais cela veut dire concrètement que les clergés juifs, musulmans et chrétiens sont rémunérés par l'État, ce sont donc des fonctionnaires de l'État. L'État d'Israël donc s'engage à garantir la liberté de culte. Je dois dire d'ailleurs que c'est une situation qui arrange toutes les populations concernées, et notamment la population arabe, musulmane et chrétienne, dont on sait bien les griefs qu'elle a à l'égard de l'État d'Israël, tant à cause de l'histoire qu'à cause de discriminations que subissent les Arabes israéliens. Tous ces griefs-là, à l'exclusion de la question religieuse, puisque l'État d'Israël a décidé non pas d'établir un État civil, mais de confier la gestion du religieux, donc non seulement du culte, mais également la gestion des affaires matrimoniales, du divorce, aux communautés religieuses. On a en ce sens respecté, on a prolongé le système qui était en vigueur sous l'Empire ottoman, le système du Millet, qui a été confirmé et poursuivi par les autorités lors du mandat britannique. Et depuis la création de l'État d'Israël, c'est ce même système qui est en place. Et donc je disais que c'est intéressant ici de constater que, en dépit de tous les griefs qu'a la population arabe, à tort ou à raison, à l'égard de l'État d'Israël, la seule question, le seul thème sur lequel ils n'en ont pas, c'est effectivement la question religieuse, puisque l'État d'Israël n'est pas une autorité, elle ne fait que déléguer son pouvoir aux communautés religieuses. Et ça me paraît être essentiel d'être noté. Alors voilà pour la situation, on va dire, institutionnelle. La deuxième dimension, elle est peut-être la plus originale, ou la plus, celle dont on parle le plus d'ailleurs en général dans les médias, c'est l'existence de partis politiques dont la vocation primordiale est de servir les intérêts de leurs ouailles, de leurs électeurs, qui votent pour eux pour des motivations essentiellement ou exclusivement religieuses. Alors, du côté du judaïsme, nous avons plusieurs partis religieux. Nous en avons 3 au moins, qui en plus ont des références historiques donc depuis 1948. Nous avons le parti des ultra-orthodoxes, qu'on appelait le Agudat Israël, qui s'appelle aujourd'hui le Yahadut HaTorah, et qui en général a 5 députés. Il pourrait obtenir 6 députés lors des prochaines élections du 22 janvier. Alors c'est un parti antisioniste qui considère que le sionisme est une hérésie ou est une usurpation du message de la Torah, mais qui ont appris depuis 1977 à coopérer avec les pouvoirs publics, y compris d'ailleurs à participer à des coalitions parlementaires. Mais leur objectif est essentiellement d'assurer le financement de leurs institutions, qu'elles soient religieuses mais essentiellement scolaires, les écoles, les fameuses écoles yeshivot et autres. Le deuxième parti religieux est le Shas. Alors c'est le plus récent, il est représenté à la Knesset depuis 1984, et en fait ce sont des électeurs originaires des pays arabo-musulmans, on appelle séfarades, mais séfarades n'implique que le Maghreb, pas le Mashrek, et qui traditionnellement donc votaient pour le parti du Agudat Israël, et qui ont voulu s'émanciper en disant qu'ils ont leur propre tradition, leur propre candidat, et ils ont su. Alors ça c'est intéressant parce que autant le Agudat Israël, ce qu'on appelle le Yahadut HaTorah, le judaïsme de la Torah, ne touche que des ultra-orthodoxes. En revanche, l'électorat du Shas est plus diversifié. Il touche bien sûr
les orthodoxes d'origine séfarade, mais il touche également une population traditionnaliste qui n'envoie pas ses enfants à la yeshiva, qui font leur service militaire, etc., mais qui voilà, se sentent mieux représentés par cette direction politique religieuse, avec cette orientation, on va dire, culturelle, traditionnelle, liée au judaïsme des pays d'Orient. Alors eux sont 14 députés, on pense que ce sera peut-être un petit peu moins lors des prochaines élections, mais en tout cas c'est un parti qui fait partie pratiquement de toutes les coalitions. Ils ont très très rarement été hors des coalitions parlementaires. Et puis le troisième, le parti, je dirais, religieux national, historiquement, qui existe même avant la création de l'État d'Israël, qu'on a longtemps appelé le Mizrahi, puis ensuite le Mafdal, Parti national religieux, et qui, pour ces élections-là, dans un mois, un peu plus d'un mois, s'appelle désormais à Beit HaYehudi, le foyer juif. Alors, ils étaient, à l'époque, jusqu'aux années 80, c'était l'essentiel de la représentation politique parlementaire religieuse, mais depuis les années 80, ils sont réduits à une peau de chagrin, ils étaient 5-6, et là, il semblerait qu'ils ont la cote, ils ont un peu renouvelé leur personnel politique, et ils atteindraient peut-être, dans les derniers sondages, on parlait de 10 députés, donc il faudra voir leurs résultats. Cette progression-là est évidemment, et là je passe au troisième aspect, après l'aspect politique, l'aspect, on va dire, social, hein, c'est-à-dire une très très forte démographie, une très forte natalité dans la population religieuse, qu'elle soit orthodoxe ou non orthodoxe, sioniste ou non sioniste, et qui fait que ça a deux résultats ou deux conséquences. La première, c'est une progression, une hausse de leur représentation politique, donc de tout ce bloc, hein, de tout le secteur religieux, tous ces trois partis confondus, et donc on approche déjà des 25 députés, et il n'est pas exclu qu'ils améliorent leur représentation, compte tenu donc de ce renforcement démographique qui est apparu au début des années 80, en fait, avec l'instauration en Israël des allocations familiales. Jusqu'en 1975, il n'y a pas d'allocation familiale. En plus, elles ne sont pas distribuées en prenant je sais pas moi, une somme multipliée par le nombre d'enfants, mais plus on a d'enfants, plus la somme marginale est plus élevée. Alors elles ont été coupées après la seconde intifada pour des raisons économiques, mais elles restent, disons que ça a encouragé incontestablement la démographie religieuse qui se situe aujourd'hui autour de 5,4 pour la population religieuse uniquement. Là où la population laïque se trouve autour de 2, et ça fait à peu près une moyenne de 3,4 dans les années récentes. Alors, ce qui est très net pour terminer, c'est la visibilité très forte de ces partis religieux et de cette population religieuse. Là où les partis ultra-orthodoxes, en gros, suivaient le modèle de l'orthodoxie tel qu'il s'est fondé en Europe, c'est-à-dire on vit en vase clos, confiné, à l'écart de tout ce qui pourrait introduire de la modernité dans leur existence, dans leur mode de vie, dans leur manière de s'habiller, etc. Là, ce retrait, cette retraite volontaire, alors elle existe parce qu'il s'agit de quartiers, il s'agit de villes, mais cette explosion démographique fait que leur présence est plus visible. Si l'on ajoute à cela une plus grande sensibilité en Israël au multiculturalisme d'une part et à une démocratie, je dirais, plus libérale, donc qui ne donne pas que la voix à ceux qui représentent, on va dire, l'hégémonie traditionnelle, on va dire, laïque, ashkénaze, sioniste, israélienne, du coup, c'est vrai qu'ils sont plus présents dans les médias, ils sont plus présents à la télévision, et je dirais voilà, que d'une certaine manière, c'est aussi l'exiguïté du territoire israélien qui fait que, même s'il y a spatialisation, mais d'un autre côté, on va se retrouver dans pas mal d'endroits, alors ça peut être des transports en commun,
même si il faut quand même retenir ce clivage-là assez net entre Tel Aviv et Jérusalem. Jérusalem plus religieuse, il y a même eu un maire de Jérusalem qui appartenait à un parti religieux, là où à Tel Aviv, qui est considéré un petit peu comme la forteresse laïque, il y a bien sûr une population religieuse, mais qui est effectivement plus discrète, enfin moins visible que ce qu'on a à Jérusalem, où traditionnellement, là, la vie religieuse est presque dominante.